On va commencer, il est 20 heures. Soyez tous les bienvenus. On sait que vous venez il y a un petit peu tout le monde francophone qui nous écoute ce soir. Donc on dit bonjour à tous ceux qui viennent de loin et tous ceux qui sont tout près. On accueille Arnaud Germain ce soir, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux, qui nous donnera un petit peu l'avis du réanimateur et les différentes images qu'on peut retrouver chez les patients de réa. On aura également Daniel Lichtenstein, qui est, on peut appeler le pape de l'échographie, puisque ça fait, comme il dit, plus de 3 décennies que déjà il fait de l'échographie pulmonaire. Donc Daniel est en train de se connecter, qui nous fera la minute du CURF, puisque Daniel est à l'origine de ce groupe, le SURF, mais avec un C, voilà, CEURF, un groupe qui promeut l'échographie pulmonaire depuis longtemps. Daniel qui a écrit de nombreux livres sur l'échographie pulmonaire que vous pouvez retrouver chez les bons buralistes, comme on dit. Voilà. Il y aura également Gervais Bacbaudet, que vous connaissez, qui est un mentor chez Medtandem, qui est un formateur reconnu en échographie, aussi bien sur les DU d'échographie du CHU de Bordeaux avant et maintenant chez nous. Il fait aussi des formations pour d'autres organismes. Il est aussi reconnu par les marques d'échographes pour tester les nouveaux matériels. Voilà. La scène sera ensuite complètement ouverte. Mercredi, on a eu Stéphane Fargeton, médecin généraliste, qui nous a présenté ses cas cliniques. Voilà, si vous en avez, si vous avez préparé, vous pouvez prendre le micro, partager les écrans. On essaye autant que faire se peut que vous nous envoyiez les images et les vidéos avant pour qu'on soit sûr que ça passe bien et qu'on assure nous-mêmes la logistique. Voilà, donc n'hésitez pas, pensez à nous envoyer tout ça sur contact@medtandem.com et on fait la logistique, on vous donne la parole. Pour vous parler simplement de la maladie Covid-19 qui nous occupe à tous depuis déjà bien 3 semaines à fond dans le nord-est et qui arrive petit à petit dans nos régions. Un petit rappel très simple de la maladie. Elle se déroule schématiquement en 2 semaines. La première semaine où on a assez peu de signes cliniques, on va dire. Les signes cliniques, on voit qu'ils apparaissent surtout à partir du 6e, 7e jour, où on peut avoir des patients qui peuvent se présenter également aux urgences avec des signes cliniques très faibles, très, très paucisymptomatiques. Et pourtant, quand on leur prend la saturation, on s'aperçoit que déjà, ils sont à 94-90%, avec des fréquences respiratoires qui ne sont pas élevées. On n'a pas des fréquences respiratoires à 30 ou 40, et pourtant, on a des patients qui n'ont déjà plus de réserve respiratoire. Donc, faites bien attention, hein. On peut retrouver tous les signes cliniques que vous connaissez du syndrome grippal. On peut retrouver les signes un peu aussi frustres, comme vous l'avez vu, l'anosmie, la gueusie, des troubles digestifs, des syndromes confusionnels chez le patient âgé. Mais faites attention aux patients qui n'ont pas de signes cliniques et on en reparlera. C'est vraiment le point crucial aujourd'hui, puisqu'on voit que vous, médecins généralistes, vous êtes à nouveau au front, puisqu'on ouvre des salles dans les mairies pour que vous puissiez examiner ces patients. On vous donne le matériel pour que vous puissiez faire ça et donc savoir si vos patients ils doivent retourner à la maison avec un suivi ou pas. On va en reparler. Donc, première semaine des signes cliniques avec surtout le moment crucial, le 5e à 7e jour, voire même on peut monter jusqu'à 10 jours maintenant, où on sait que c'est le moment où tout peut basculer. On a l'infection virale qui est très forte jusqu'à la première semaine de la maladie et ensuite on voit qu'il y a un relais avec le syndrome inflammatoire qui peut être majeur, allant jusqu'à des syndromes de détresse respiratoire aiguë très, très violents et avec des patients qui, même au bout du 15e ou 16e jour de ventilation, vont faire des fibroses pulmonaires. Donc, on est sur une maladie qui est grave pour 5 à 10% de la population, qui peut être paucisymptomatique ou amener à des nécessités d'un peu d'oxygène, une oxygénothérapie pour 10% d'entre eux. Donc, vraiment, pour les médecins généralistes, sachez que vous pouvez avoir des patients qui ont des lésions pulmonaires alors qu'ils n'ont pas de signes cliniques. Pour les réa, l'écho-pulmonaire, elle va vous servir essentiellement dans le suivi. On va en reparler. Aujourd'hui, la prise en charge, elle est assez claire.
Quand vous voulez diagnostiquer un Covid, aujourd'hui, il y a deux choses, il y a la PCR et il y a le scanner. Ça, c'est des choses qui sont sûres. Quand on veut dépister, être sûr que c'est le Covid, ce sont les deux éléments qu'on retrouve. Pour ce qui est des patients qui n'ont pas de signe de gravité ou des infections respiratoires basses, qui commencent à tousser, des choses comme ça, on n'a pas trop grand-chose. Pour le moment, c'est du confinement et puis de la surveillance. Donc, ce qu'on vous conseille ces jours-ci, on voit beaucoup passer ça pour les médecins généralistes. Maintenant, il y a des petits questionnaires et tout qui vous permettent de suivre vos patients à domicile, mais pas d'autres vraiment choses importantes. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est attention, la fréquence respiratoire à partir de 22, la SAT inférieure à 94%, on a des patients qui sont intubés avec des tableaux comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme signe au scanner? Je vous disais que c'était vraiment sensible et spécifique. On a des lésions en verre dépoli qui sont périphériques, qui sont bilatérales, qui peuvent être unilatérales au départ. On a peu ou pas d'adénopathie. On peut quasiment dire pas d'adénopathie maintenant et pas d'épanchement pleural. Les épanchements pleuraux, les adénopathies sont en faveur d'autres pathologies, mais pas du Covid. Pas de migration d'image. On a une atteinte qui est, donc, comme je vous disais, en phase 1 plutôt unifocale, qui a tendance à se bilatéraliser et qui peut finir avec ces images qui font vraiment peur de verre dépoli et jusqu'à la condensation. On peut avoir d'autres images, mais ça, par exemple, ce n'est pas forcément un patient Covid. Le triage, la quantification des lésions, la surveillance en réa, c'est vraiment la place de l'écho. On le dit déjà depuis plus de 15 jours, nous, ça commence à se confirmer. Donc, les Italiens qui proposent ça, il y a les Espagnols aussi, je vais vous montrer juste après. La place de l'écho, on pense vraiment qu'elle est là. Ici, quand on n'a pas de signe de gravité, pour savoir effectivement si notre patient a déjà des signes de lésions pulmonaires, elle est pour le suivi à domicile ou justement dans ces centres qui permettent qu'on revoie les patients. Les médecins généralistes revoient les patients 2 jours après d'une surveillance régulière avec des échos pulmonaires pour vérifier que les lésions n'augmentent pas et pouvoir corréler avec les signes cliniques. Il y a des patients qui vont avoir des lésions pulmonaires qui vont évoluer puis régresser. Donc ça, c'est important que vous sachiez tout ça. Et en particulier entre J5 et J10. Et ensuite, on pense aussi que à l'entrée de l'hôpital, on voit que les Espagnols, ils font déjà l'écho pulmonaire à ce moment-là. Le patient a sa PCR. Pendant qu'on attend le résultat de la PCR, on fait une écho pulmonaire. Ça permet déjà d'aller plus vite parce que la PCR, vous savez que ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas un test qu'on a en 10 minutes, c'est plutôt 3-4 heures. Donc, au lieu d'encombrer le hall de l'hôpital, on peut déjà adresser les patients, savoir ce qu'on en fait. Et pour ceux qui ont des signes respiratoires, là, évidemment, ils auront droit au scanner. Mais ça permet de faire le tri. Le tri, c'est exactement ça, ce que nous ont proposé les Espagnols. Sur cette image, on va vous redonner les signes cliniques spécifiques et aspécifiques, puisque c'est plutôt des signes cliniques aspécifiques pour l'échographie. On voit plutôt des signes de syndrome interstitiel. On n'a pas de signes spécifiques qui nous disent que c'est du Covid. Donc, on va vous remontrer ça. Gervais va vous remontrer ça juste après sur la partie échographie en pratique. Les lignes A, la ligne pleurale bouge, votre patient a un profil normal. Les lignes B, à partir du moment où vous en avez plus de 2 entre 2 espaces intercostaux avec une ligne pleurale qui est toujours mobile, là, il faudra surveiller votre patient. C'est possible de le faire encore à domicile en fonction de sa saturation et de ses signes cliniques, toujours pareil. À partir du moment où vous voyez des fusées dépolies, c'est-à-dire plus de 3 lignes B et avec ce qu'on appelait ce signe de rideau, c'est-à-dire qu'on en a plus de 3, 4, 5, 6, on commence à avoir des patients qui ont des lésions importantes et il faudra voir pour toujours corréler à la symptomatologie, mais pensez que ces patients-là, il faut les hospitaliser. Dernière chose, la consolidation, on va vous remontrer tout ça. Là, généralement, quand les patients ont des consolidations, ils sont déjà en réanimation, voire au moment où on va les intuber. C'est vraiment des lésions qui apparaissent chez des patients qui sont graves. Le tri, donc, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que disaient les Espagnols et les Italiens en cas d'afflux massif de patients à l'entrée de l'hôpital ou vous, quand vous revoyez vos patients, vous médecins généralistes, dans ces centres de suivi qui se montent aujourd'hui, ça vous permet de savoir si en absence de lésions pulmonaires, votre patient peut rentrer, s'il faut l'isoler en médecine, si déjà il commence à avoir des lésions pulmonaires. En unité de soins continus, ça c'est ce qu'on vous conseille à partir du moment où le patient a des fusées dépolies.
Et évidemment, si votre patient est Covid-neg, vous allez pouvoir l'orienter dans une autre entrée de l'hôpital pour d'autres lésions. La quantification échographie, scanner par rapport des lésions, par rapport à la nécessité d'une intubation, ça, je pense que Gervais va vous remontrer les images d'écho et de SCAD, mais vraiment, il manque des datas aujourd'hui. Arnaud, tu nous diras aussi, mais franchement, tout ce qu'on voit dans la littérature, on voit qu'il y a des signes au scanner alors que les patients n'ont pas de signes cliniques. On voit qu'il y a des lésions au scanner encore à 1 mois après la sortie de l'hôpital avec des patients qui sont asymptomatiques pour lesquels on a décidé que ils étaient sortants. On voit que l'évolution de cette maladie, elle n'est pas du tout classique. Hein. On a des patients qui ont des images impressionnantes et qui pourtant vont bien. Donc, c'est vraiment important de les suivre. Le monitorage, donc ça, Arnaud va nous en parler. Pourquoi c'est intéressant de suivre les lésions pulmonaires en échographie, en réanimation? Parce que déjà, ça évite d'aller transporter le patient au scanner, parce que c'est très compliqué. Hein. Il faut avoir des circuits, évidemment, on en a, hein, c'est tout défini, mais il faut avoir des circuits Covid, des circuits non Covid. Et ensuite, nous, ça nous permet d'adapter la prise en charge. Est-ce qu'on va faire des manœuvres de recrutement? Est-ce qu'on va mettre des PEP? Est-ce qu'on a des patients qui sont plus graves et qu'il va falloir les mettre en décubitus ventral? Voilà. C'est des questions vraiment qui vont être abordées aujourd'hui. On va vous laisser la parole, bien sûr. Mais gardez bien ce message. Le dépistage de la maladie du Covid se fait par la PCR et le scanner thoracique. L'échographie peut servir pour le triage en cas, par exemple, d'afflux massif ou de dépistage chez les patients asymptomatiques qui viennent vous voir en consultation dans les centres de suivi par les médecins généralistes. Ça permet d'aiguiller le suivi, savoir si on a besoin de les suivre précisément, si on a besoin de les revoir. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière place, évidemment, le suivi en réanimation. Voilà, pensez le dernier message, protégez-vous, hein, continuez à mettre les masques, les surblouses, à nettoyer votre matériel. L'échographe, c'est comme le reste, ça se nettoie. Vous pouvez aussi le protéger avec les sondes, avec les protège-sondes qu'on utilise en anesthésie. Je pense qu'ils ne sont pas très utilisés aujourd'hui, les protections qu'on utilise en anesthésie loco-régionale. Donc, allez voir vos confrères, ils vous donneront les protections de sonde et pensez quand même à bien nettoyer ensuite vos sondes. Stéphane Beaumont, il est là. Je passe la parole à Gervais qui va nous faire la partie en pratique. Okay. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Donc là, Daniel est connecté. Bon, vous avez l'écran, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, moi, à la base, je suis un imageur, donc je vais parler un petit peu technique. Je reprends vite fait les indications de l'échographie pulmonaire. Donc, en première ligne, en premier recours, en urgence ou au cabinet, c'est plutôt au niveau de la consultation inaugurale et du suivi, surtout sur la période critique J7, J10. En réanimation, pour le suivi des lésions. Donc, la réalisation de l'échographie pulmonaire. Donc, on peut prendre une sonde abdominale, une sonde cardio, une sonde superficielle. La sonde cardio, c'est beaucoup plus simple puisqu'elle passe entre les côtes. Techniquement, ce sera de réalisation plus simple. Donc, on peut faire cette échographie avec n'importe quel échographe, surtout l'échographe le plus simple possible. Alors, souvent, sur les échographes, il y a ce qu'on appelle des réglages ou des presets. Sur les derniers appareils, vous avez des presets poumons qui sont déjà préconfigurés, donc vous pouvez les utiliser. Si par contre, vous savez un peu rentrer dans l'appareil ou voir avec les constructeurs de vos appareils, il y a possibilité de supprimer les filtres d'image qui peuvent altérer votre image brute d'échographie. Parce que pour l'échographie pulmonaire, on a besoin de l'image brute. Donc, pour la position du patient, vous pouvez l'avoir soit assis, soit couché. L'examen doit être forcément bilatéral puisqu'il y a deux poumons. Bien penser à comparer les glissements pleuraux, les différentes images que vous pouvez avoir sur les deux poumons. La sonde, on va la placer verticalement sur un espace intercostal en des points précis. Donc, on va voir après les différents points qu'on peut utiliser. La sonde doit être bien perpendiculaire. Le faisceau ultrasonore doit être bien perpendiculaire à la plèvre pour
avoir les artefacts de réverbération, parce que ce qui va nous intéresser dans l'échographie pulmonaire, ce sont les artefacts que va générer le faisceau ultrasonore avec soit la présence d'air, c'est-à-dire dans un poumon normal et sec, soit avec la présence d'un mélange d'air et d'eau. Là, à ce moment-là, ça va nous donner des artefacts, et ce sont ces artefacts-là qui vont nous permettre d'interpréter l'image échographique. Donc, pensez aussi à garder votre sonde sur cet espace intercostal pendant au minimum un cycle respiratoire pour pouvoir bien apprécier le glissement pleural. Ensuite, donc, bien évidemment, je reviens sur les règles d'hygiène. Voilà, qu'il faut se protéger parce que vous pouvez vous protéger vous et protéger votre patient. Donc, les différentes zones. Donc, il y a deux écoles différentes. Il y a une école avec trois zones particulières qui sont divisées en deux. Alors, la première zone, c'est la zone antérieure. On place la sonde à peu près au niveau de la ligne médioclaviculaire, à peu près au troisième espace intercostal. C'est la zone 1 supérieure. Donc ensuite, on a la zone inférieure de cette zone 1, ici, là. Donc qui va se situer à peu près au 7e espace intercostal, donc sur le bas du poumon. Ensuite, la deuxième zone se situe entre les lignes axillaires. Donc on a la ligne axillaire inférieure, la ligne axillaire supérieure. Et ensuite, on peut tourner un petit peu son patient pour voir les zones postérieures. Alors, sur les images de scanner que vous avez montré Lucie tout à l'heure, la plupart des lésions Covid se situent souvent sur la zone 2 ou la zone 3. Voilà. L'avantage de l'échographie, c'est qu'elle va nous permettre de voir un syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel peut se voir dans plein de pathologies différentes. Dans le Covid, ce qu'on a vu par rapport au scanner, c'est qu'il y a une distribution particulière de ces lésions envers des polis de syndrome interstitiel. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, les zones 2 et 3, très importantes. Donc, ça, c'est la deuxième manière de faire l'échographie, donc avec le Blue Protocol. Donc, la zone en 3 points. Ça, Daniel vous en parlera tout à l'heure. Il va vous parler des avantages et des inconvénients par rapport à l'autre truc. Alors, donc, là, je vais parler d'une image échographique normale. Donc, logiquement, l'image échographique pulmonaire doit être dynamique. Là, je vous montre juste ce que ça donne sur une image statique. Ici, la ligne pleurale. Si ma sonde est bien perpendiculaire à ma plèvre, je vais avoir des artefacts de réverbération. Ici, j'ai mon espace intercostal qui va me servir à déterminer l'espace dans lequel je vais voir les signes pathologiques. Donc, avec ce fameux signe de la chauve-souris, les deux ailes de la chauve-souris, les ailes sont données par le cône d'ombre postérieur qu'il y a derrière les côtes. Voilà. Donc, les lignes A sont immobiles, on doit les voir, et la ligne pleurale est visible. Chose qu'on va voir ici. Hop là. Voilà. Donc là, je vais avoir ma première côte, ma deuxième côte, les cônes d'ombre, la ligne pleurale ici qui est mobile. Je vais partir, aller de haut en bas. Mes artefacts de réverbération, les fameuses lignes A, qui sont immobiles. Ces artefacts de réverbération sont typiques d'un poumon qui est plein d'air, qui n'est pas humide. Okay. Donc, ce qu'on va rechercher dans l'échographie pulmonaire, ce qu'on va chercher, c'est le syndrome interstitiel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images de scanner, ce qu'on appelle les images envers des polis. Donc, elles ont une traduction en échographie pulmonaire. Donc, en fait, on va voir l'apparition de lignes B. Donc, ces lignes B sont des artefacts en queue de comète qui sont dus justement à la présence d'un mélange R et O qui modifie le trajet ultrasonore et qui donne ces lignes bien droites qui partent de la ligne pleurale, qui traversent tout l'écran, qui effacent les lignes A. Donc, en fait, ces lignes, pour considérer qu'elles sont pathologiques, il faut qu'il y en ait minimum 2 dans un espace intercostal. Donc ici, j'ai bien mon espace. J'ai une côte. Hop là. Une côte.
les cônes d'ombre, une deuxième côte, et là j'en ai plusieurs. Je peux considérer que c'est pathologique. Alors, il a été décrit dans certaines publications qu'on pouvait voir des irrégularités de la ligne pleurale, qui peuvent être des condensations sous-pleurales, ou également une atténuation de l'intensité du glissement pleural. Mais ces signes sont inconstants. Voilà. Donc, hop là, pardon, je vous montre juste. Alors, je faisais juste la corrélation, comme je dis, moi je suis un imageur, entre les images de verre dépoli sur un scanner et ce que ça pourrait donner sur une échographie. Là, je vous montrais juste qu'on est sur un espace intercostal, côte, voilà. Les petites lésions verre dépoli. Hop là. Donc là, effectivement, je pars toujours sur mes deux mêmes repères. Une côte ici, une côte là, les cônes d'ombre. Et là, je vois apparaître. Alors, il y a, certes, comme le mouvement est dynamique, je vois apparaître quelques fusées pleurales, mais il y a aussi ce que tout à l'heure, ce dont va vous parler Daniel, ce qu'on appelle les lignes Z, qui ressemblent à des lignes pleurales, mais qui ne sont pas vraiment des lignes pleurales. Il vous fera l'expérience tout à l'heure. Donc ça, il y a au moins 3 fusées pleurales. Ça commence à être un syndrome interstitiel peu étendu. Ensuite, les lésions Covid, elles ont tendance à s'étendre. Donc là, vous voyez que la lésion s'est un peu plus étendue. Elles deviennent bilatérales. Voilà. Donc là, quand elles sont un peu plus étendues, on voit qu'elles sont sur plusieurs espaces intercostaux. À ce moment-là, ce que ça peut donner, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, Lucie, le fameux signe du rideau. Donc, on voit notre ligne pleurale ici. On voit un espace une côte, une deuxième côte, le cône d'ombre. Ici, on a une troisième côte qui doit être par là. On voit notre ligne pleurale qui est un peu épaissie ici. Et on voit des lignes B qui ont l'air fusionnées. Il y en a beaucoup plus que deux par espace intercostal. Et on a l'impression, hop là, je reviens un petit peu en arrière, hop là. On a l'impression que quand on regarde, ces lignes B, elles ont tendance à passer d'un espace intercostal à un autre. C'est ce qu'on appelle le signe du rideau, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Lucie. Donc là, c'est un syndrome qui est un Covid qui est un peu plus évolué. Hop là. Donc ça, c'est les images qui ont été décrites dans la littérature, pas de manière constante. Donc ce qu'on appelait les irrégularités de la ligne pleurale. En fait, effectivement, on voit des petites hypodensités ici qui peuvent faire penser à des petites condensations sous-pleurales. Et en face, on voit des lignes B pathologiques. Donc ça, c'est la phase ultime, la dernière phase, la phase de condensation pulmonaire. Donc ici, je vous ai montré la corrélation entre l'image de scan et l'image d'échographie. Donc on voit ici que l'échogénicité de mon poumon, comme on a vu on a perdu l'échogénicité du poumon qu'on avait tout à l'heure, elle devient équivalente à celle de ici la rate, mais c'est pareil pour le foie. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle le signe de l'hépatisation pulmonaire. Donc, ça signe une atteinte sévère. Donc, ça, c'est d'autres signes. Donc, là, ici, je vois un empêchement pleural, une condensation pulmonaire à l'intérieur des petits points blancs qui signent un bronchogamma aérique que je peux voir ici. Hop, une petite ligne que je vois sur le scanner. Donc là, c'est une petite image pour un épanchement pleural que logiquement, qui arrive que dans les formes bien évoluées. C'était surtout en premier recours, logiquement, on ne doit pas tomber sur une image d'épanchement pleural, sinon ça peut faire penser à une autre pathologie plutôt. Voilà. Je vais laisser la main à Daniel pour la minute de Daniel Lichtenstein. Hop. Voilà. Daniel, pour la minute du surf, s'il te plaît. Daniel, est-ce que tu peux prendre le micro? C'est à toi.
Daniel? Daniel Lichtenstein, c'est à toi. Je crois qu'il est en train de se connecter. Non, non, il est connecté. Daniel est connecté. Donc, Ah, ça, il a enlevé son micro. voilà. Daniel, c'est à toi. T'entends? On t'entend normalement si tu nous parles. Ah. Tu m'entends, Lucie? Oui, exactement, je t'entends. Nous t'entendons. Bon, tu m'entends, mais tu ne me vois pas. C'est pas très grave parce que j'ai passé 3 heures à essayer de comprendre Zoom. Ensuite, Ah. ensuite, je me suis connecté à votre webinar Bonjour. un petit peu en retard. Bonjour, évidemment. Donc, j'ai assisté au topo de Gervais, qui, par rapport à quelqu'un qui pense que l'échographie pulmonaire n'existe pas, est excellent. Mais dans les standards du surf, il y a quand même, il faut qu'on… J'avais travaillé aujourd'hui, j'ai envoyé mes documents, mais bon, comme on est a reçu. Ouais. bon, Vas-y, Daniel, je te laisse parler. bon, on est tous pliés de boulot, ce qui fait que j'ai travaillé pour rien, quoi. Voilà. Bon, donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est écrit. Enfin, je dirais que je respecte énormément et je félicite le travail de Gervais, mais j'aurais fait différemment. Qu'est-ce que je dois faire là? Tu m'as donné une minute, c'est ça, de minute du surf, c'est mignon comme titre. L'idée, Daniel, donc c'est ce que je te disais, c'était que nous, on fasse la présentation simple et que toi, tu nous apportes lors de chaque visioconférence une particularité, c'est-à-dire, par exemple, ce que tu m'as envoyé, à savoir les lignes B et les lignes Z, pour qu'on sache qu'il existe des choses différentes et que l'échographie pulmonaire, nous l'avons beaucoup simplifié pour que ça soit accessible en particulier pour la maladie Covid, mais qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre et qu'on peut, grâce à l'échographie pulmonaire, avoir beaucoup d'indications sur ce qui se passe dans notre poumon. D'accord. Juste une question. Est-ce qu'on me voit ou pas? C'est une question. Nous ne te voyons pas. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, il faut absolument que je dise, même si je prends du temps d'antenne, il y a beaucoup de bruit, hein, même si je prends du temps d'antenne, il faut que je dise, l'échographie pulmonaire n'est pas un truc simple. Je comprends que vous ayez le désir de simplifier cet outil pour le donner aux généralistes. Je suis le premier à le faire, mais ne coulons pas la méthode. Donc, je ne suis pas tout à fait content de ce que j'ai vu. Gervais a un appareil d'écho qui doit être très moderne, mais ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est un petit peu ce qui est derrière toi comme fond d'écran. Alors, je vais essayer de partager l'écran et je vais essayer de rester calme pour montrer déjà ce que c'est que la ligne B, parce que si on commence à parler de ligne B et qu'on la confond avec d'autres lignes, dont la ligne Z, il y en a 17. Je vais essayer de simplifier en ne considérant que les deux qui sont vraiment critiques pour éviter de tuer le patient, ce sont les lignes Z et les lignes E. C'est pour ça que je dis, c'est simple, mais c'est peut-être pas si simple. Alors, attention, je plonge, je vais essayer de partager l'écran, c'est ça? Bon, alors top, c'est parti. Alors déjà, je tombe sur une fenêtre où je ne vois absolument pas ce que je dois faire. Il y a marqué Desktop 1, ce n'est pas pour moi cet outil. Ce n'est pas simple. Donc, vous ne verrez pas mes images et vous continuerez d'utiliser les images de la qualité que j'ai vues dans la vidéo de Gervais. C'est quoi comme appareil? Celui-là, donc là, Daniel, je ne sais pas, est-ce que tu arrives à partager? Donc, tu mets oui sur le desktop 1 et tu marques partager. On doit voir à l'écran ton écran d'ordinateur. Alors, il faut que je clique sur desktop 1. Bon, allez, voilà. hop, c'est parti. Partager maintenant. Partager en bas, à droite. À droite. Alors, autorisez Zoom à partager votre écran. Voilà. Non, mais ce n'est pas un outil pour moi, ça. Alors, je fais ouvrir préférence système. Ah non. Ou annuler. Non, ça, tu annules. Mais c'est ça qui est, c'est juste insupportable. Donc, Daniel, je te propose, c'est qu'on reprenne… On laisse tomber.
On fait Donc, mardi prochain. Mardi prochain, on fait voilà. une Donc, visioconférence à nouveau. On va se réentraîner tous les deux. Je promets que je vais prendre du temps avec toi pour qu'on mais puisse avoir c'est ces pas, informations qui sont bon, primordiales. Voilà, je c'est sais pas important pour nous. je C'est sais pas important. combien de gens nous écoutent, mais je suis désolé pour tous les participants qui nous écoutent, mais une fois de plus, c'est foiré. Donc, On rendez-vous va y mercredi. arriver. On va y arriver. Ben, Voilà. Rendez-vous mardi essayer. soir 20h et on aura la minute du surf et il y aura 2 minutes du surf du coup. Voilà. Bon, alors, donc, au revoir tout le monde. Et en attendant, ne confondez pas les lignes B avec les lignes Z. Voilà. S'il vous Donc là, plaît. on a la question et on sait on peut chercher jusqu'à mardi pour trouver la réponse et mardi, tu nous expliques tout ça. Merci On peut Daniel, tu peux rester avec nous. On accueille Arnaud Germain qui est anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bordeaux, au CHU, qui va nous présenter des cas cliniques de 3 patients qu'il a eu dans sa réanimation, qui est une réanimation thoracique déjà. Donc Arnaud est spécialiste de l'écho-pulmonaire. Je te laisse la parole Arnaud. Merci encore. Oui, merci beaucoup Lucie. Tout le monde m'entend bien, pas de soucis. Très bien. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, donc là, à la demande de Lucie, c'est vous présenter 3 cas cliniques tout à fait simples, avec une illustration des signes que vous pouvez rencontrer en échographie pleuropulmonaire. Effectivement, le fond de l'échographie pleuropulmonaire est infiniment plus complexe que ce que je vais vous montrer. L'objectif n'est pas ici de transformer tout le monde en spécialiste de l'échographie pleuropulmonaire, ce que je ne prétends pas être moi non plus, mais d'avoir des clés sur des questions que vous pouvez vous poser de patients que vous avez dans le service ou au cabinet pour vous dire, là, est-ce que je suis devant des images normales? Est-ce que je suis devant des images pathologiques? Est-ce que je suis devant des images critiques? Est-ce qu'il faut que je me pose plus de questions sur mon patient et essayer de faire une petite corrélation avec les quelques images scanographiques qu'on a pu obtenir avec nos patients. Et vous verrez que les 3 patients que je vais vous présenter ont des présentations iconographiques qui sont différentes et des évolutions et des tableaux cliniques qui sont totalement différents, ce qui montre de nouveau l'éventail de présentation qu'on peut avoir avec ce virus. Donc là, je vais peut-être passer vite parce que ça a été déjà quand même bien présenté. On va peut-être regarder quelques images pour enfoncer un petit peu le clou de la présentation de ces signes. Donc là, vous voyez, vous avez bien reconnu les lignes A telles qu'elles vous ont été présentées tout à l'heure. Donc, quand on voit ça, donc ça signe la présence d'une aération importante et donc d'un poumon qui semble normal en première analyse. Les lignes B, c'est pareil. Je vous ai rappelé les caractéristiques principales qui ont déjà été largement évoquées. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut donner en pratique. Tout ça a été bien présenté par Gervais précédemment. Donc, je ne vais pas y revenir plus. On va peut-être passer sur le dernier aspect qu'on peut voir, qui est effectivement ces images de condensation avec toujours des petits épanchements parapneumoniques. Alors, ça, c'est une image d'illustration, c'est pas un patient qui a le Covid. Et effectivement, lorsqu'on a ce type d'image, il faut se poser la question du diagnostic différentiel par rapport au Covid. Ce ne sont pas des images totalement typiques de la phase initiale, en tout cas, et on a plus ce type d'image sur des évolutions tardives avec des PAVM ou des patients qui rentrent dans un autre stade de la maladie qui est plus typique de nos SDRA qu'on a l'habitude de voir. Donc là, je vais vous présenter les 3 cas cliniques. On va commencer par un patient qui nous a été transféré donc, la semaine dernière de l'hôpital de Mulhouse, puisqu'on a recueilli dans le service quelques patients du Grand Est pour les soulager un petit peu. Donc, il s'agit d'un patient de 57 ans. Donc, vous voyez, on est loin du vieillard. Pour préciser, c'est un patient qui est sans antécédent. À partir du moment où on peut considérer qu'une cholécystectomie n'est pas un antécédent tout à fait majeur, c'est un patient qui
n'avait rien demandé à personne, qui n'avait pas pris d'anti-inflammatoire et qui se présente avec un tableau clinique typique, avec une toux, une dyspnée, une hyperthermie et qui va évoluer très rapidement puisqu'en 24 heures, il est intubé avec une évolution qui est très défavorable, avec un profil qui est très inflammatoire et des images qui vont d'emblée être extensives et bilatérales. Donc, vous voyez cette première image qu'on voit sur le scanner qu'on a pu lui faire. Donc là, on est plutôt dans les régions moyennes voire apicales du poumon et vous voyez qu'il y a des atteintes envers des poulies qui sont antéro-postérieures et qui occupent une partie importante des plaies pulmonaires. Et donc en échographie, sur la diapo suivante, on va trouver ce type d'image avec ces lignes B qu'on vous a bien décrit et qui montrent l'importance de ce syndrome interstitiel que vous avez vu au scanner. Donc, c'est ce type d'images qui doivent être cherchées et qui doivent alerter sur une atteinte pulmonaire qui est quand même relativement importante chez ce patient. On va descendre un petit peu plus au sein du thorax de ce patient pour vous illustrer un petit peu que sur un même patient, sur un même scanner, à un même stade de l'évolution, vous allez avoir plusieurs types d'images. On a les images précédentes en vert dépoli dans les régions un peu supérieures. Et là, en descendant, on arrive sur ces images de crazy paving avec une atteinte pulmonaire qui est vraiment diffuse, qui est vraiment importante, et les troubles de la diffusion qui sont très importants. Ce patient a également une part embolique qui est bien décrite dans le Covid et qui est présente chez lui avec de multiples microtrombies qui compliquent vraiment sa prise en charge. Et on commence à voir dans les régions déclives postérieures, et on verra un petit peu plus sur le bas, des condensations qui apparaissent et qui vont bien sûr ressortir sur l'écho. Donc là, vous voyez, c'est peut-être moins facile à illustrer, ce crazy paving va se traduire par une augmentation du nombre, de l'intensité de ces queues de comète, et on a ce qui vous a été décrit, hein, c'est que on a une gradation de l'importance de l'œdème par le nombre de queues de comète. Et pour faire tout à fait simple, peut-être que je serai contredit, mais plus on a de queues de comète, plus on peut dire qu'il y a un syndrome interstitiel qui est important et qui peut poser souci. Donc là, toujours sur ce même patient, on voit ces zones de condensation inférieures qui se traduisent par ces images d'hépatisation, comme dit précédemment, de poumons qui ne ventilent plus et qui peut potentiellement répondre à des manœuvres de posturation et de décubitus ventral. Donc ça, c'est le côté assez important pour les réanimateurs de l'évaluation de ces patients. Lorsque vous tombez sur des images de queue de comète diffuses avec des atteintes bilatérales, de haut en bas, d'avant en arrière, le décubitus ventral peut être discuté. Donc, il va bien sûr possiblement apporter une amélioration en termes d'oxygénation, mais c'est probablement juste par des altérations de zones ventilées et perfusées, d'inversion des rapports ventilation-perfusion qui vont finalement mettre certaines zones du poumon au repos. Et ce qu'on sait bien, c'est que quand même lorsqu'on ventile des patients, il y a de grandes chances pour qu'on soit délétère sur le poumon. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de nuire au poumon le moins possible à cette phase d'inflammation. Et donc, le DV peut avoir un intérêt là-dessus. Lorsqu'on voit, en revanche, des condensations aussi importantes chez des patients dans les zones postérieures et dans les zones déclives, là, on a un vrai plus du décubitus ventral et on a des patients qui vont vraiment répondre parce qu'ils vont rouvrir les territoires qui sont plus ventilés, et donc on a un vrai gage d'amélioration
possible du DV. Il faut comprendre que le DV, c'est quand même important de le faire à bon escient, puisque c'est très chronophage, ça demande beaucoup de manipulation aux soignants, et donc on arrive à des situations un petit peu complexes dans des réanimations qui sont pleines, qui ont beaucoup de patients, plusieurs dizaines de patients, avec des séances de DV programmées, et tout le monde s'y met, des chirurgiens au brancardier pour aller mettre les patients sur le ventre. Donc il faut essayer de screener un petit peu les patients à qui on fait ça, et pour le coup, l'échographie, ça a un intérêt pronostique, il y a un intérêt de cartographie du poumon en direct pour évaluer ça. On a un deuxième patient qui est arrivé également du Grand Est, qui est arrivé de Metz, qui est lui plus dans le profil habituel des patients Covid. C'est un patient de 71 ans qui a des antécédents cardiaques, d'hypertension, des antécédents d'accident vasculaire cérébral, qui a un BMI aux alentours de 35. Donc là, on est quand même dans le cœur de cible du Covid. Et ce patient, je voulais présenter parce que c'est l'autre type, l'autre versant de la maladie qu'on peut avoir. C'est un patient qui nous a été transféré tardivement après sa prise en charge, puisqu'on est à J14 de la prise en charge. Et c'est finalement un patient qui a les complications classiques d'une intubation prolongée avec l'apparition de PAVM et d'images qu'on reconnaît beaucoup plus souvent en réanimation, avec des condensations, des épanchements pleuraux et des atteintes qui sont beaucoup plus ciblées et ponctuelles au niveau postérieur et au niveau des clés. Donc ça, c'est ces coupes de scanner. Je vous en ai sélectionné une. Et en échographie... Je suis désolée. Alors... Mon ordi qui ne veut plus répondre. Alors, qu'est-ce que c'est en que échographie, vous voyez cette zone antérieure qui est finalement assez peu touchée, avec principalement des lignes A. On voit quelques queues de comètes qui passent, mais c'est pas cette zone qui est le plus atteinte chez lui. Et vous voyez l'importance d'une cartographie intégrale du poumon, ce qui vous a été présenté en zone, et il faut bien sûr toujours avoir à l'esprit que vous ne voyez que ce que vous regardez. Donc à partir du moment où vous ne posez votre sonde qu'à un seul endroit, vous n'aurez la visualisation que de cet endroit. Donc il faut prendre l'habitude, peut-être par zone au début, mais après progressivement vous allez prendre vos habitudes d'exploration du poumon, et il faut être le plus exhaustif possible dans les limites de vos contraintes de temps, bien sûr, mais il faut explorer le poumon. Vous voyez, ce patient, si on se contente de cette région qui est explorée, qui est présentée à l'écran d'échographie, on a des signes qui sont assez limités, qui ne sont pas très inquiétants, et lorsqu'on voit la courbe de scanner, on a quand même un tout autre son de cloche. Et enfin, je vous présente un dernier patient qui est heureusement un des rares patients qui est sorti de la réanimation, ce qui est lui un patient de la région, puisque c'est un patient qui nous venait d'Arcachon, jeune homme entre guillemets de 67 ans, qui était pareil dans le cœur de cible, hypertendu et obèse, et pour qui on a essayé de passer sans intubation. Donc initialement, les consignes étaient plutôt assez hostiles vis-à-vis de l'Optiflow en particulier pour des problèmes de contamination et d'aérosolisation. On a pris le parti chez ce patient de maintenir l'Optiflow pour essayer de passer ce cap qui nous semblait tout à fait franchissable, puisque c'est un patient qui est arrivé avec une forme relativement stable, oxygénodépendant d'emblée, mais avec une stabilité de son évolution clinique, puisqu'on a pu le laisser à 50% d'Optiflow à 30 litres de débit. Et c'est un patient qui est arrivé avec des images de verre dépoli essentiellement déclive postérieur et des images de condensation, donc, que je voulais vous montrer au scanner et à l'échographie pour voir ces petites zones qui peuvent apparaître, en particulier en sus diaphragmatique,
vous voyez donc l'image hépatique sur votre gauche et ces petits aspects de condensation sous-pleurale qui commencent à apparaître et qui sont illustrés sur le scanner précédemment. Donc c'est un patient qui avait des lésions qui étaient peu constituées, qui n'étaient pas diffuses, qui étaient essentiellement déclivo-postérieures et qui a finalement évolué relativement simplement puisqu'il a pu quitter le service sans avoir recours à de l'intubation. Il faut savoir que c'est un patient, je pense, il y a 15 jours, on l'aurait intubé sur l'oxygénodépendance. Maintenant, les consignes sont un petit peu différentes. Super, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces infos. Je vais regarder. Alors, il y avait des questions parce que tu as parlé de PAVM. Alors, forcément, il y en avait qui ne comprenaient pas. Donc, ça a été traduit. Ça a été traduit. Y a-t-il des stades échographiques validés dans la littérature? Pour l'instant, non. Pour le moment, on n'a pas vu de choses sortir là-dessus. Je ne sais pas, Daniel, si tu as vu des choses. Arnaud, si tu as vu des choses? Non, du tout. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, hein, il est 47, on a un petit quart d'heure pour discuter. Si vous avez des questions à poser à Arnaud par rapport à la prise en charge de la pathologie, allez-y. Voilà. Si vous voulez des précisions par rapport aux images d'échographie. Moi, sinon, si vous n'avez pas... Je découvre l'écho. Pourquoi la plèvre est plus blanche? Elle est plus échogène. Voilà, mais pourquoi elle est plus blanche? Pourquoi elle est plus échogène? Parce qu'elle réfléchit totalement les ultrasons. Voilà. Tous les ultrasons, quand ils touchent la plèvre, ils remontent sur la sonde, ce qui fait que l'image qui apparaît elle est tout à fait blanche. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des artefacts de réverbération derrière, qui sont juste une interprétation de la machine par rapport à l'air qui passe à l'intérieur. C'est un petit truc de base. Échographie valide chez la femme enceinte. Échographie valide chez la femme enceinte. Alors, l'échographie, vous savez que chez la femme enceinte, on l'utilise pour regarder le bébé. Effectivement, on peut regarder aussi les lésions pulmonaires. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le regarder. Il y a une publication italienne là-dessus. Qui dit qu'on peut regarder, qui explique comment faire, qu'ils partent de l'abdomen et remontent. Il n'y a pas pour le moment d'études cliniques qui montrent l'intérêt de l'échographie chez la femme enceinte, mais comme il n'y a pas d'études cliniques sur beaucoup de choses en échographie pulmonaire sur le Covid aujourd'hui, on attend d'avoir plus d'infos. On sait que ça se fait de plus en plus. À Marseille, ils vont commencer. Je crois qu'il y a nos amis obstétriciens qui font une vidéo, qui font un webinaire aujourd'hui avec l'équipe de Strasbourg aussi. Ils avaient l'intention d'en reparler. Je pense que d'après ce qu'ils nous disent, surtout, ils n'en font pas parce qu'ils ne savent pas faire. Donc, ils sont intéressés pour apprendre et pour pouvoir proposer ça à leurs patientes. Parce que c'est la même chose, hein. C'est toujours pareil que déplacer les patients avec des lésions pulmonaires, c'est pas évident, et une femme enceinte, c'est encore moins évident. Après, le scanner n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, hein, pas du tout, hein. Mais voilà, il faut encore d'autres mesures de précaution. Y a-t-il une étude en cours sur le rôle de l'écho dans le Covid en France? Oui, il y a plusieurs études en cours. Il y a une étude qui vient de se terminer, on attend que nos amis parisiens nous donnent les résultats, mais entre le moment où ils ont commencé l'étude et aujourd'hui, ils ont été débordés par les patients. Donc, ils attendent que les statisticiens arrivent pour nous donner l'info. On attend ça depuis 10 jours. Donc, voilà, ils ont fini les inclusions. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude clinique? C'était de l'échographie, comme je vous ai montré tout à l'heure, en plus de la PCR et du scanner. Donc, on aura vraiment des images de patients qui auront eu du Covid. Donc, c'est des patients qui arrivaient à la PHP, qui étaient dépistés avec une PCR et un scanner, et en même temps, à qui faisaient une échographie pulmonaire. Donc, on va avoir pas mal d'images, donc ça va être bien intéressant. Ça, c'est l'équipe de Mehdi Benchoufi à Paris, à la Paix.
Il y a d'autres études qui sont en cours. Il y a un PHRC national qui est à l'origine créé par les médecins de Angers, qui va étudier la prise en charge du patient et justement le savoir, l'orientation qu'on pourrait avoir grâce à l'échographie, voir effectivement si le tableau qu'ont proposé les Espagnols, c'est quelque chose d'intéressant. On a également Yannick Schmitt, donc je vous invite toujours à vous inscrire sur contact@medtandem.com pour avoir plus d'infos sur ces études. Il y a une étude qui va commencer avec Yannick Schmitt, là on est en train de voir pour avoir le CPP. Je dis on parce que je les aide pour le protocole et des choses comme ça. L'idée, c'est en médecine générale de suivre les patients. Quand vous les voyez, la première échographie, c'est à l'admission. Les échographies sont ensuite, je vais vous montrer le recueil de données. Tiens, ça peut vous intéresser, le recueil de données qu'on est en train d'élaborer. Donc, c'est l'échographie pleuro-pulmonaire. On met des petites indications sur les pathologies, les comorbidités, l'état clinique du patient quand on le voit, et ensuite l'échographie à l'admission, comme on vous disait, avec les 6 cadrans de chaque côté. Vous mettez le score à chaque fois. Alors, peut-être qu'on modifiera là, qu'on mettra… non, c'est bon, supérieur ou égal à 3. Et la consolidation. Ligne pleurale irrégulière, donc ça, c'est les signes dits avant-coureurs de la consolidation, puisque c'est les petites consolidations sous-pleurales. Les épanchements pleuraux, on a dit qu'il n'y en avait pas au début, on pensait qu'il pouvait y en avoir un peu. C'est pour ça qu'on l'avait écrit. Avec l'écho aussi, vous marquez quel jour vous l'avez fait pour un suivi. Donc, dans l'idée, ça serait dans les premiers jours. À la première consultation, c'est à peu près à J3, avec une deuxième consultation à peu près à J5 et une troisième à J7. Voilà. Et ensuite, une étude à 2 mois pour savoir quel a été sur le pronostic du patient, pour savoir si le patient a été hospitalisé en réa ou est-ce qu'il n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. Donc ça, c'est l'étude clinique avec le Conseil national des enseignants en médecine générale. On est en train de voir avec eux comment on peut organiser l'étude. Pour les études, c'est à peu près ça. Il y a aussi notre ami Félix Amiot. Je ne sais pas si tu es là, Félix, parce que je sais que tu bosses beaucoup. Il est urgentiste, Félix. Il est interne en médecine d'urgence pour le moment à Caen. Il est partenaire avec nous, vous avez vu en bas, EcoFirst. Donc, c'est aussi un organisme de formation comme le SURF, qui propose des formations médecins généralistes à l'échographie, que ce soit abdomen, pleural, enfin pulmonaire ou autre. Félix, il va à Lyon pour finir ses études, et donc il propose une étude avec le professeur Tarazout à Lyon. Ils ont déjà les médecins pour inclure, parce qu'ils vont inclure dans des centres de suivi. Donc ça, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est les médecins généralistes qui s'organisent pour travailler dans des centres spécifiques de suivi des patients. Et là, ils vont faire un peu la même chose. Ils vont faire du suivi également échographique des patients, ce qui permet de savoir si on adresse le patient à la maison avec une surveillance ou pas. Donc, en gros, il y a 4 études aujourd'hui qui vont se lancer ou qui sont en cours ou qui sont terminées. On aura bientôt des résultats. Pour le moment, pas grand-chose. Est-ce qu'on peut préciser le suivi écho des patients en ville? Première écho, quelques lignes B, localisée unilatérale, hospitalisation, surveillance. Deuxième écho, ligne B bilatérale, hospitalisation indiquée. Donc ça, on vous a montré, il y avait Stéphane Fargeton qui nous a montré des cas cliniques mercredi, où il a des patients qu'il a surveillés, qu'il a suivis comme ça, en ville, avec la première écho où il avait une patiente qui avait une toux et une fièvre, qui n'avait pas de signe de désaturation, qui commençait à avoir des fusées pleurales localisées. Il l'a revue 2 jours après. Là, elle commençait à avoir de façon bilatérale des fusées pleurales, mais il trouvait que c'était encore correct, puisqu'elle avait une saturation qui était encore, je crois, autour des 96. Il a décidé de la faire surveiller le week-end avec une infirmière, et quand il l'a revue le lundi, donc l'infirmière qui surveillait la saturation, quand il l'a revue le lundi, les lésions avaient nettement régressé sur l'échographie, donc il était rassuré, il a pu rassurer la patiente. Voilà. Après, vous dire, quand vous voyez des lésions, des fusées pleurales bilatérales, est-ce qu'il faut hospitaliser le patient? Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Nous, on aurait tendance à vous dire oui, hein. Mais ça dépend des régions, hein.
On voit qu'il y a des régions comme nous en Aquitaine où on a encore des places en réanimation, on a encore des places en hospitalisation en médecine. Donc, on peut accueillir vos patients qui présentent ces signes. Il y a des régions où c'est beaucoup plus tendu à l'hôpital et où on va vous demander de surveiller, vous, médecin généraliste, plus attentivement les patients. Je ne sais pas, Arnaud, si tu veux commenter un petit peu ça. C'est très hétérogène en présentation clinique, hein, donc c'est difficile sur les seules données de l'échographie de donner une réponse claire. Après, si vous avez un doute, s'il y a beaucoup de lignes B, c'est quand même le signe d'un syndrome interstitiel important et d'une atteinte pulmonaire importante. Donc la problématique de l'infection au Covid, c'est qu'il peut y avoir des aggravations très brutales avec des patients qui désaturent de manière brutale, voire des arrêts hypoxiques un petit peu soudains. Et donc, ça entraîne un peu une pression de sélection importante. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à donner les bonnes recommandations d'appel pour les patients s'ils sentent une aggravation, s'ils sentent une détérioration respiratoire en particulier, de ne pas hésiter à recontacter le 15 en cas de détresse respiratoire. Vous pouvez avoir des signes d'alerte sur l'échographie, hospitaliser un patient juste sur des signes échographiques alors que pour vous, il a une présentation clinique qui est plutôt rassurante, c'est un peu excessif, mais ça doit vous donner quand même une ligne d'alerte. Faites attention, hein, parce que vraiment, les patients, on voit arriver aux urgences des patients qui ont l'air d'être bien et qui ont déjà des réserves pulmonaires qui sont très diminuées. Hein. Donc, bien corrélé avec la saturation en oxygène, hein, je pense que c'est vraiment le message. Vraiment, prenez la saturation, évaluez votre patient avec ça. Et l'écho, c'est un outil comme un autre en plus qui vous permet de vous aider à décider. Mais après, on ne vous dit pas que c'est l'outil sûr, mais c'est l'outil qui vous permet de compléter votre idée de l'état clinique de votre patient. Marine de Vandel, je vois que vous avez plein de questions, en particulier la ligne B. L'épanchement pleural, on vous a montré tout à l'heure, alors peut-être que je peux récupérer pour vous remontrer. On vous remontrera, parce que là que je le retrouve, on va perdre un peu de temps, on vous remontrera l'épanchement pleural et les lignes Z, c'est promis. Daniel nous montrera les lignes Z mardi. On vous retrouve mardi pour ça. On va essayer systématiquement, enfin on va faire systématiquement dans les visios. On reprend les bases et en plus, à chaque fois, on vous montrera des choses, des images plus spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais systématiquement une écho pulmonaire dans la suspicion de Covid lorsque l'écho est normal. L'évolution agit si c'est normal. Qu'en pensez-vous? Vous avez de la chance si vous avez des patients qui n'ont pas de lésions pulmonaires à l'écho. C'est pas le cas de tous les patients, malheureusement. Les statistiques disent qu'il y a 85% des patients qui n'auront pas besoin d'oxygène ou de prise en charge hospitalière. Donc, effectivement, si vous êtes médecin généraliste, c'est plutôt ces patients-là que vous voyez. Si vous voyez des patients qui n'ont pas de lésions pulmonaires, moi, je trouve ça bien. J'espère que vous faites bien tous les cadrans. J'imagine que oui. Et après, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des patients qui ont des lésions pulmonaires et qui paraissent asymptomatiques. Ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 1 minute. On n'est pas à la radio. On peut dépasser, mais est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on aborde mardi? Est-ce que Arnaud, tu veux prendre la parole encore? Pour ce qui est je vois une question là sur le patient BPCO et l'insuffisance respiratoire chronique. C'est pas du tout ce qu'on va chercher sur l'écho. Hein. Donc chez ces patients, la sensibilité de l'écho reste. Hein. Vous pouvez avoir des patients qui ont des lésions d'emphysème, ça ne leur empêche pas sur le tissu sain de faire du verre dépoli. Donc ça pose pas de grands soucis. Éventuellement, vous pouvez avoir un petit peu plus d'espace à explorer parce que lorsqu'ils ont des cages thoraciques qui font la moitié du tronc, c'est plus long à faire et il y a un peu plus d'air qui dépasse, mais c'est un peu plus compliqué à explorer. Malgré tout, si vous avez des queues de comète, c'est qu'il y a
du ver dépoli et du syndrome interstitiel, quelle que soit la pathologie respiratoire sous-jacente. Voilà, l'idée qu'on est, le message simple qu'on vous donne, c'est quand vous voyez les images que j'ai derrière moi, là, quand on commence à avoir plus de 3 lignes B, ça veut dire qu'on a des fusées pleurales, qu'on peut avoir des fusées dépolies. C'est un gros warning quand même, hein. Sachez que voilà, votre patient il a un syndrome interstitiel, ça peut être grave, il faut que vous fassiez attention. Après, comme on vous dit, on vous montrera d'autres images avec d'autres pathologies au fil des jours. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les documents que nous avons présentés? Oui, bien sûr. On est en train, donc on a eu ça devrait arriver d'ici lundi. On aura une page sur MedTandem. Quand vous cliquerez sur Covid, vous aurez non seulement la vidéo qui est en libre accès, évidemment, de formation, mais vous aurez aussi tous les documents qu'on vous a présentés depuis le début. Là, c'est la 5e ou la 6e visio qu'on fait. On vous mettra les documents, bien sûr. On vous mettra, je pense qu'Arnaud va nous laisser également les images. Je vais anonymiser en revanche les images. Je m'excuse auprès de tout le monde. J'ai complètement oublié d'anonymiser les images de scanner et d'écho d'Arnaud. Donc, on va anonymiser les images et on les mettra sur le site internet. Donc, vous aurez tout ça. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Il y aura la feuille de recueil aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci.